Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le village de Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 9e chapitre de ce Super Flame Story. « 9 décembre. Il était 3 heures du matin. C'était une nuit bleu gyrophare, blanc neige et rouge sang. Marmottin, petit village paisible, était de nouveau endeuillé. Plusieurs dizaines d'âmes avaient été fauchées dans l'explosion et autant de familles s'étaient retrouvées en lambeaux. Alors que Bennett et l'inspecteur Bloom étaient à l'hôpital pour veiller le commissaire Tassier, Fonk et Andreas s'étaient vus confier une bien triste mission. Ils allaient frapper aux portes des familles des victimes pour annoncer la terrible nouvelle. « Tu veux que je fasse la prochaine maison ?» demanda le lieutenant Fonk. « Non, ça ira, Fonk. Je connais ces gens. »« Entendu, je reste dans la voiture alors. » répondit Fonk d'une voix tremblante. Le lieutenant Andreas, blessé au plus profond de son âme, frappa à la porte de la maison. Lorsqu'il le vit enlever son couvre-chef, le vieil homme qui venait d'ouvrir comprit immédiatement. « Ma femme est morte, n'est-ce pas ?» Les yeux du vieux monsieur s'emplirent de larmes. Le jeune lieutenant reprit, droit dans ses bottes. « Je suis désolé, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la police de Marmottin est là pour vous. Une cellule psychologique a été ouverte, et essayez de ne pas rester seul. » Sur ces paroles, le lieutenant tourna les talons, remit sa casquette et alla rejoindre Fonk avant de passer à la maison suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, encore et encore. Et nous sommes toujours en direct sur Marmottin FM pour cette édition spéciale. Nous vous rappelons qu'un drame s'est produit il y a quelques heures à la mairie. Une explosion, vraisemblablement d'origine criminelle, a emporté plusieurs des membres de notre communauté. Je tiens à titre personnel à rendre un hommage aux membres de l'équipe de Marmottin FM qui sont décédés au cours de ce tragique incident qui a fauché, d'après le décompte actuel, plus de 20 vies, dont celle de Fabrice Pavier, notre mère, et celle de Phileas, le numéro 2 de la division Plume d'Argent. Les secours continuent à l'heure où je vous parle à dégager des victimes des décombres pour faire face à cette catastrophe. Les villes de Picovant et de Castel-les-Pins nous ont également envoyé des équipes de secours. Le village était en état de choc et il ne faisait aucun doute quant au fait qu'aucun Marmottanais ne fermerait les yeux au cours des prochaines heures. Pas même Cassandra Darmin, qui, bien qu'habituée à répandre du venin dans les colonnes de son journal, n'en était pas moins un être humain. Elle s'était tirée de l'incident de la mairie avec seulement quelques égratignures. Par chance, elle était suffisamment loin du bâtiment lors de l'explosion. Quand la journaliste rentra chez elle et qu'elle alluma la lumière, elle vit, assis à la table de sa cuisine, un grand homme brun en costume noir. « Ah, Cassandra, je vous attendais !» déclara l'homme qui avait fouillé dans les placards pour se préparer à manger. « Vous aimez les pâtes au saumon? Il en reste un petit peu. »« Je n'ai pas très faim. »« Oh, c'est si dommage !» répondit l'étrange inconnu en reposant sa fourchette. Cassandra, bien qu'étant d'ordinaire plutôt sûre d'elle, avait peur. L'intrus le sentait et en profitait. « Vous avez un très bel appartement, Madame Darmin. Décidément, ça rapporte la Gazette de Marmottin, à moins qu'il ne s'agisse là d'une démonstration de la fortune de votre famille. Je crois savoir que vous êtes la cousine de feu Francis Darmin. »« Oui, c'est exact. » Un homme très intéressant, son goût pour l'argent l'a conduit à sa perte. Aucune once de morale, un peu comme moi, à vrai dire, répondit l'homme en souriant, affichant des dents particulièrement petites et rappelant celles d'un requin. Est-ce que je peux savoir ce que vous voulez ? demanda la journaliste, en reculant. Je veux la peur. Oui, la peur, partout dans Marmottin. Je veux la paranoïa, je veux la défiance, je veux la méfiance, je veux l'incertitude la plus totale. Et vous voulez que ? Oui,
Je veux que vous influenciez l'opinion avec votre joli petit journal bâtard. L'explosion de la mairie est un début, mais il ne faut pas que le soufflet retombe, n'est-ce pas? C'était vous, la mairie? Demanda la jeune femme, horrifiée. L'homme se contenta de sourire. Il se leva et commença à se diriger vers la porte avant de se retourner. Je compte sur vous, Cassandra. N'allez pas voir la police. Faites ce que je vous dis et tout ira bien pour vous et pour vos proches. Juste avant de partir, l'homme sortit une enveloppe de l'intérieur de sa veste. Il la jeta au sol. « De quoi vous motivez à travailler ?» déclara-t-il avant de disparaître. Quand l'homme eut enfin quitté l'appartement, la journaliste se précipita vers la porte pour la fermer à double tour. Elle se mit à pleurer avant de récupérer l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Des photographies de son jeune frère, Lucas. Des prises de vue lointaines qui laissaient présager qu'il était en permanence suivi. Le message était clair. Désobéir, c'était le faire tuer. À l'hôpital, la salle d'attente était bondée. Les proches des victimes de l'explosion attendaient, redoutant chaque instant que les mots des différents médecins et chirurgiens qui se relayaient dans un ballet infernal ne commencent par « Je suis désolé ». Un homme, à bout de nerfs, reconnut l'inspecteur Bloom et le prit à partie. « Pourquoi vous nous avez pas protégés? Pourquoi la police de Marmottin ne fait pas son travail? Comment la mairie a-t-elle pu exploser? » « Je suis désolé, monsieur, on ne peut pas tout prévoir. » « Vous ne servez à rien !» Plutôt que de se fâcher avec le pauvre homme, Bloom se leva et décida d'aller faire un saut à la cafétéria. Il fut suivi par Andrew et Oswald. « Triste époque », déclara l'inspecteur en avalant cul sec un café peu ragoûtant. Il sortit ensuite son téléphone et appela sa femme. « Comment tu te sens, Nathan ?»« Ça va, chérie, merci. Et les enfants ?»« Ils se sont endormis. Le bruit des sirènes a réveillé plusieurs fois Valentin. Mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. » « Qu'est-ce que je ferais sans toi ?»« Pas grand-chose, je pense. Tu es toujours à l'hôpital ?»« Oui, d'après les médecins, le commissaire risque de... » « Je vois. N'en dis pas plus. Je pense fort à toi. »« Moi aussi, chérie. Moi aussi. » L'homme à l'étrange porte reprit. « Vous savez, Nathan, si vous voulez rentrer chez vous pour être avec votre femme et vos enfants, je peux rester là avec Oswald et venir vous récupérer avec ma porte dès qu'il y a du neuf. »« Non, je veux être là, qu'importe l'issue. Je veux être là pour le commissaire. » Curieusement, Oswald était particulièrement calme. Il s'était mis dans un coin de la pièce, en boule. Il faisait des mouvements de balancier avec son corps, marmonnant sans cesse ces mots. « La neige prend feu, la neige prend feu, la neige prend feu. » À ce propos, Andrew, lança Bloom en fixant le vieillard. Vous pensez que le dessin d'Oswald était... prophétique? Oui. Je commence à me le demander, en effet, et je me demande aussi comment Oswald a pu retrouver son corps d'adulte. Un livre magique? C'est une piste probable, mais lequel? Pourquoi? Et surtout grâce à qui? Je pense qu'il y a un lien entre l'explosion et le fait qu'on ait retrouvé Oswald. Peut-être que si on l'avait récupéré plus tôt, on aurait su... Soyons sérieux, bien qu'Oswald soit parfois très surprenant dans sa manière de voir et prévoir les choses, il n'en demeure pas loin très difficile à déchiffrer. Nous aurions sans doute fini avec un dessin de la mairie tout gribouillé sur les bras sans trop comprendre pourquoi. Oui, c'est vrai, peut-être. Pendant ce temps, sur les coups de 5 ou 6 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit, on put entendre au-dessus de Marmottin une sorte de balai d'hélicoptère. Le capitaine Leblanc contacta l'inspecteur. « Allô, inspecteur ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Leblanc ? Désolé de vous déranger dans un moment pareil, mais on nous signale que beaucoup d'hommes de la DPA sont en train d'affluer vers le village. Ils semblent établir une sorte de camp de base en périphérie de la ville. Vous avez essayé de joindre nos amis Hartmann et Yubvig ? Oui, inspecteur. Yubvig est à côté de moi, je vous le passe. Allô, inspecteur ? Yubvig, avez-vous pu faire les changements de dossier dont nous avons parlé avec Hartmann ? Oui, inspecteur, on a une petite équipe d'amis dans les rangs de la DPA. Mais ce qui est en train d'arriver sur Marmottin, c'est quelque chose de très différent. C'est la 5e division, elle est gérée par le nouveau DPA 002. Le remplaçant de Phileas ? Oui, son décès a bousculé toute la hiérarchie, et par effet de ricochet, ça a propulsé cet homme à la tête des opérations. Du moins, tant qu'Alias est dans le coma, c'est lui qui reprend la main. Et ce nouveau DPA 002, on peut lui faire confiance ? On ne sait pas, c'est un homme très discret. Vous pouvez enquêter ?
On va essayer, oui. Oh, et inspecteur, Oui, mes pensées pour le commissaire Tassier, c'est un brave homme. merci, Yubvig. Sur ces paroles, l'inspecteur accrocha. Andrew le regarda d'un air de dire « Alors, de quoi il en retourne ?» La DPA a envoyé de nombreux hommes sur Marmottin. Ils installent un camp de base à l'extérieur de la ville, au milieu d'un champ. On ne sait pas trop ce qu'ils mijotent, c'est ce qui m'inquiète. Qui va s'occuper du commissariat durant l'absence de Tassier ? Pour l'instant, c'est Leblanc, mais il se débrouille très bien et il a pris l'habitude avec l'affaire Picovan. C'est un bon dirigeant et il est respecté par les collègues. Très bien. Soudain, Oswald se mit à avoir un comportement étrange. Il se jeta sur Andrew, complètement paniqué. Alias! 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 Quelques secondes plus tard, il y eut une coupure d'électricité. L'hôpital fut plongé dans le noir. « Inspecteur, je crois qu'Alias est en danger !» s'exclama Andrew. Au même instant, des sortes de bruits de radio typiques des hommes de la DPA se firent entendre, ainsi que des bruits de pas. « Vite, Andrew, votre porte !» s'exclama Bloom en activant la lampe torche de son téléphone portable. « Je crois qu'ils vont essayer de l'assassiner. » Sur ces paroles, Bennett s'empressa de faire apparaître son étrange porte. L'inspecteur, Oswald et lui-même s'engouffrèrent à l'intérieur. Ils réapparurent quelques instants plus tard dans la chambre d'Alias qui était toujours sous respirateur. Fort heureusement, les instruments médicaux auxquels il était relié et qui le maintenaient en vie étaient alimentés par un générateur indépendant de l'hôpital. Dans la petite chambre exiguë, la tension était palpable. « Il se passe quoi, les gars ?» demanda Rico en sortant de la porte en compagnie d'Oswald. « Ta ferme, Rico, ce n'est pas le moment !» chuchota Andrew. « Alias! Alias! Alias !» lança Oswald, toujours aussi paniqué. « Bennett !» reprit l'inspecteur qui avait collé ses oreilles à la porte de la chambre. « Votre porte, elle est bien à l'épreuve des balles ?»« Elle est à l'épreuve d'absolument tout. » « Très bien, parce que si j'en crois ce que j'entends dans le couloir, ils ont un bélier. »« L'animal ?» demanda Rico. « Non, le truc pour défoncer des portes. »« Andrew, invoquez votre putain de porte devant celle de la chambre. C'est notre seule chance !» chuchota énergiquement l'inspecteur Bloom. Quelques instants plus tard, les hommes de la DPA commencèrent à tenter de pénétrer les lieux. En vain. Boum, boum, boum. Ils finirent par abîmer la première porte, mais celle de Bennett, juste derrière, tenait bon. « Pourquoi est-ce qu'ils veulent s'en prendre à leur chef ?» demanda Andrew. « Pour qu'un autre le remplace, bien évidemment. Avec Phileas mort dans l'explosion, il ne reste qu'à éliminer Alias pour qu'un nouvel agent hérite de la DPA. » Au même instant, un bruit d'hélicoptère se fit entendre, se rapprochant dangereusement de l'hôpital. Rico sortit par la fenêtre pour aller voir de quoi il en retournait. Il revint à vive allure. « Les gars, faut bouger, y a un putain de tireur d'élite embarqué dans l'hélicoptère. Ils vont nous fumer, c'est sûr !»« On peut transporter Alias dans cet état ?» demanda Bloom. « Pas le choix !» répondit Andrew en commençant à débrancher les appareils auxquels il était relié. « Andrew, le respirateur, nom de Dieu, ça va le tuer de lui enlever !»« Il n'y a pas le choix, inspecteur !» répondit l'homme à l'étrange porte en traînant le corps de son ami sur le sol. Tout s'enchaîna très rapidement. Andrew ouvrit sa porte, il prit Alias par les bras et Bloom par les jambes. « Bougez-vous le cul !» cria Rico en volant dans la porte. Quelques secondes passèrent et Andrew referma son bureau magique. Au même instant, il entendit une balle briser la vitre de la chambre d'Alias. Balle qui ricocha in extremis contre l'incassable artefact dont Bennett était le propriétaire. Une fois à l'abri dans le bureau de Bennett, Andrew et Bloom placèrent Alias sur le canapé de l'homme à l'étrange porte. « Andrew, il ne respire plus !»« Il faut le réintuber !» lança Bennett en faisant s'ouvrir son bureau sur l'hôpital de Castel-les-Pins. Il revint quelques instants plus tard avec du matériel de réanimation. « Vous avez suffisamment de connaissances médicales ?» demanda Bloom. « Oui, en plus de 200 ans de vie, j'ai eu le temps d'apprendre les grandes lignes. »« Dites les gars, c'est bien beau tous ces appareils pour maintenir en vie Alias, mais vous avez de quoi les brancher là ?» demanda Rico. Bennett et Bloom se regardèrent, inquiets. Ils n'avaient pas pensé que ce matériel avait besoin d'électricité pour fonctionner. « Si on ne fait rien, il va mourir !» s'exclama Bloom. Au même instant, Oswald s'assit en tailleur devant le canapé d'Andrew. Il se mit à fixer le plafond et ses yeux s'illuminèrent d'une curieuse lueur. Dans son regard, on pouvait voir comme des étoiles. La Voie lactée, pour être plus précis. Bientôt, une sorte d'aura lumineuse d'un bleu très doux se mit à envelopper l'ancien propriétaire du corps. Des filaments de cette aura se propagèrent jusqu'aux appareils de soins auxquels était relié Alias, et comme par magie, ils se mirent à fonctionner. « C'est un miracle !» lança Bloom. « De la magie! De la magie !» lança Oswald. Alors que le soleil se levait tranquillement sur le petit village de montagne, Andrew déposa l'inspecteur Bloom devant chez lui. Ce dernier se précipita auprès de sa femme, l'embrassa, prit ses enfants dans ses bras quelques instants avant de tomber de fatigue,
sur le canapé du salon. Une longue nuit d'horreur prenait fin. Certaines pièces du puzzle commençaient à apparaître clairement, mais l'inspecteur et l'homme à l'étrange porte étaient encore bien loin de pouvoir entrevoir le tableau complet. Un tableau fait de crimes passés et à venir. Un tableau qui, lui, empêchait Andrew de dormir. Il observait Oswald et Alias, un verre à la main, dialoguant avec Rico, profitant des quelques instants de répit dont il disposait pour réfléchir. « Tu ne trouves pas ça bizarre, Andrew, que ça se passe toujours à Marmottin et environ ce genre d'histoire ?» « Tu as une théorie, Rico ?» demanda Andrew en prenant son verre en main. « Non, je trouve juste que ça commence à faire beaucoup, si tu veux mon avis. » Oui, en effet, mon ami, ça commence à faire beaucoup. Beaucoup trop.